Merci aux représentants des médias d'être venus. Je voudrais remercier aussi. On a pris quelques échantillons au Parlement européen. Alain Cadec, qui est aussi à notre bureau, qui est, lui, non pas alsacien, mais il est breton. Il ne vit pas sous la tutelle d'un concordat. Lui. Pas encore. Pas encore. Il a toute la rigueur de la loi de 1905 qui s'applique en Bretagne. François-Noël Buffet, qui est sénateur, avec Stéphane Piednoir, que j'ai vu aussi, qui est aussi dans l'Ouest. Othman, qui est Nasrou, qui est le patron du groupe LR du Conseil régional d'Île-de-France, et quelques-uns des amis. Philippe Bas, bien sûr, que je voudrais saluer, qui est président de la commission des lois du Sénat. Merci d'être venu. On voulait faire un point puisque, à peu près, il y a 3 mois, François Fillon a passé le flambeau de Force républicaine et pendant ces 3 mois, on a travaillé pour reconstruire Force républicaine qui, en réalité, avait cessé toute activité au moment de la primaire et qui a évidemment vécu, comme nous tous, les affres de la campagne présidentielle. Donc pendant ces 3 mois, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'on puisse reconstruire le mouvement, le restructurer avec des nouveaux responsables. J'en dirai un mot tout à l'heure. On a essayé aussi de lui donner un calendrier très précis d'action et en même temps d'avoir une ligne politique qui soit cohérente, qui nous distingue tout aussi bien de la ligne macronienne actuelle et qui nous singularise aussi dans notre famille politique, puisque nous sommes un mouvement de droite, nous le revendiquons, mais on a un certain nombre de singularités qu'on ne veut pas cacher, bien au contraire, et dont je voudrais vous parler. D'abord, donc, notre identité politique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes critiques vis-à-vis de ce que fait actuellement Emmanuel Macron, parce que nous sommes un mouvement de droite et nous l'assumons totalement. Nous croyons encore dans la nécessité d'un clivage parce que nous croyons à la démocratie, que la démocratie, c'est le débat. Et le débat, c'est nécessairement des idées qui s'affrontent. Alors, dans une forme de concorde civile, bien sûr, mais la démocratie a besoin de débat et donc la démocratie a besoin de clivage. Le grand rêve d'Emmanuel Macron, c'est de constituer une force centrale avec sur ses 2 ailes des oppositions radicales pour faire en sorte que l'alternance devienne impossible. Ça, c'est le rêve macronien par excellence. Et évidemment, il va sans dire que pour notre famille politique, il n'en est pas question. Je pense aussi pour le service qu'on peut rendre à notre pays et à la démocratie. On doit incarner une opposition qui ne soit pas caricaturale, évidemment, mais qui soit en même temps déterminée. C'est, je pense, un service à rendre à la démocratie française. D'autant plus que Emmanuel Macron s'est fait élire sur l'idée, à l'époque, le titre de son livre, c'était La Révolution. Ensuite, il a beaucoup utilisé le mot de transformation. Est-ce qu'il transforme la France? Nous ne le pensons pas. Nous pensons que la première période pour lui est une période favorable dans la mesure où elle vient d'ailleurs en contre-pied du quinquennat précédent, dont on ne peut pas dire que ce soit une très, très grande réussite. Mais c'est plus facile d'incarner quelque chose après le quinquennat précédent qu'après d'autres quinquennats. Et surtout, Emmanuel Macron, en réalité, a connu une période où il a beaucoup communiqué. Mais là, les Français sont, je le disais d'entre vous ce matin, ils ont commencé à rentrer dans l'atmosphère. C'est-à-dire, ils ont repris contact avec la réalité. Concrètement, les premières mesures qui ont été votées l'an passé sont en train d'être déployées dans l'espace du quotidien des Français. Et les Français, que ce soit sur la CSG, sur les impôts, commencent à s'en rendre compte, tout simplement. Et là, on peut faire de beaux discours, mais la réalité efface ces discours et il s'impose dans le quotidien des Français. La méthode Macron, c'est beaucoup de communication. On peut reprendre les mots, mais la dépense publique, nous serons le seul pays européen de la zone euro cette année à ne pas commencer à se désendetter. On voit la dégradation profonde de la compétitivité française qui se mesure à travers le déficit abyssal
du commerce extérieur. Cette année, les entreprises françaises devront supporter près de 3,5 milliards de charges supplémentaires. C'est plus que ce que François Hollande avait pu déduire avec le CICE. C'est un alourdissement des charges de l'entreprise. Une étude récente a montré que les entreprises françaises, c'est 62%, un peu plus d'ailleurs, du chiffre d'affaires en termes de prélèvements obligatoires. Sur le continent européen, c'est 49%, c'est moins de 50%. Il ne faut pas chercher ailleurs la dégradation de la compétitivité française. Donc, sur la dépense publique, stabilité des emplois publics, l'augmentation du déficit parce que l'augmentation de la dépense publique, donc pas de désendettement, alors que la croissance est favorable, croissance météorologique. La compétitivité, on va même transformer les entreprises en collecteurs d'impôts. L'impôt à la source, c'est ça. Il y avait d'autres moyens, et le Sénat d'ailleurs l'avait proposé, d'accorder la simultanéité entre l'impôt qu'on paye sur le revenu perçu en année N, sans passer par l'entreprise. Je connais plein de PME, et ce matin, je crois qu'il y avait à Bercy la convocation des éditeurs de logiciels, ça va coûter des centaines de millions d'euros. C'est la poursuite, tout simplement, d'une politique qui avait été initiée, qui avait été décidée par M. Hollande. Sur les travailleurs détachés, moi j'ai fait partie des présidents de région qui ont été attaqués. J'avais gagné ma clause Molière d'interprétariat en cour administrative d'appel. Je l'ai regagnée en Conseil d'État, mais l'État a été jusqu'à me chercher des noises pour faire échec à cette clause d'interprétariat. Et on a gagné au niveau du Conseil d'État. Les parlementaires européens pourraient vous dire que ce qu'Emmanuel Macron a obtenu sur les travailleurs détachés, ça n'a aucune conséquence, puisque la durée moyenne d'un travailleur détaché, je crois que c'est moins de 4 mois. Donc vous pouvez passer de 24 mois à 18 mois, même à 12 mois, ça ne change rien. C'est même pire, puisque les parlementaires européens qui travaillaient sur la question pensent qu'ils auraient obtenu mieux, spontanément, sans cette grande tournée d'esbroufs européenne. Donc voilà un sujet supplémentaire. Sur l'immigration, François Noël pourrait aussi nous dire que le fait de passer en durée de rétention de 45 jours à 90 jours, ça ne changera rien. La durée moyenne de rétention est de 11 jours, je crois. Et ce qui compte, c'est la durée de rétention administrative qui est à la main du préfet. Nicolas Sarkozy l'avait portée de 48 heures, de 2 jours à 5 jours. Hollande l'avait détricoté de 5 jours à 48 heures. Il n'y aura rien là-dessus. En 2017, il y a eu 3 fois plus d'immigrés clandestins libérés de ce fait-là, et cette disposition ne figurera pas. Donc tout ça est très cosmétique. Et je pourrais continuer sur la politique familiale. Le détricotage de la politique familiale que François Hollande a commencé continue de plus belle avec Emmanuel Macron. Donc c'est une politique... alors bien sûr, il y a les ordonnances, je les ai votées au Sénat. Je pense que fondamentalement, elles ne changeront pas grand-chose au fonctionnement du marché du travail, tout simplement parce qu'il y a toujours les 35 heures, tout simplement parce qu'on a privilégié le dialogue, contrairement d'ailleurs à ce que le candidat Macron avait annoncé, plutôt dans les branches plutôt que dans l'entreprise. Mais fondamentalement, les maux dont souffre la France sont beaucoup plus profonds et nécessitent précisément de ne pas être traités avec de la cosmétique, avec des demi-réformes, mais avec de vraies réformes. Et je pense qu'on en est très loin avec ce que propose Emmanuel Macron. Sur les impôts, je pourrais dire la même chose, peu importe. Maintenant, sur notre famille politique, Force républicaine n'est pas un mouvement associé. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos adhérents ne sont pas adhérents, nous, de LR. On est le prolongement, et une grande partie de la société civile s'y retrouve, et c'est ça notre spécificité. François Fillon avait fait un énorme travail. Son projet avait été co-construit très largement par la société civile, et nous voulons rester un mouvement civique, indépendant parce que beaucoup de nos adhérents ne se retrouvent pas dans les grands partis politiques, et ça, je pense que c'est important. Je pense que, justement, il faut aussi un sas pour permettre à la société civile de continuer à travailler, et donc on a cette ligne. Nous sommes un mouvement civique, on veut faire vivre le débat, on veut être une sorte d'aiguillon de notre famille politique, mais à côté,
pour faire vivre cette sensibilité qui est la nôtre, mais qui est en même temps la synthèse, y a-t-il de droite, trois droites ou quatre droites? La droite, encore plus que la gauche, a toujours été constituée de plusieurs sensibilités. René Raymond l'a dit, l'a exprimé, l'a théorisé, etc. Simplement, ce que nous avons pu constater, c'est qu'au moment des primaires, le projet que nous avons porté ensemble était un projet qui a fait très largement la synthèse entre toutes ces droites. Je l'ai souvent dit, les bonapartistes avaient cette idée d'autorité de l'État, les légitimistes avaient ces valeurs, cette fierté française, et en même temps, les orléanistes avaient cette liberté. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilités à droite, mais je pense que précisément ces sensibilités peuvent se retrouver, et se sont retrouvées de toute façon, sur un projet. Et vous savez, après la campagne présidentielle qu'on a connue, si le candidat François Fillon a fait un peu plus de 20%, croyez-moi, c'est bien compte tenu des difficultés sur cette synthèse, ce projet qui était un vrai projet à la fois très fédérateur, en même temps qu'il était très novateur. Et nous voulons, nous, non pas l'enserrer comme dans une, comment dirais-je, dans une arche d'alliance. Il ne s'agit pas de la conservation ad vitam aeternam d'un projet. Un projet, il est vivant, un projet doit s'adapter. Il y a des choses sans doute qu'on n'a pas réussi, il y a des choses qu'on n'a pas réussi aussi à expliquer. Donc c'est un travail qu'il faut qu'on reprenne, mais qui est important. On contribuera à faire vivre le débat. J'ai toujours pensé que c'est Renan qui disait que l'essentiel de la vie politique, c'était le combat d'idées, mais ce sont les convictions, le débat d'idées qui est fondamental au moment où le monde est en train de basculer, où on voit bien que les choses bougent énormément sur les chocs géopolitiques, démographiques, technologiques, énergétiques et autres. Et il faut que intellectuellement, la droite puisse se réapproprier une réflexion pour éclairer l'avenir et pour faire en sorte qu'on puisse dessiner un projet qui soit en mesure de faire entrer la France dans la modernité, dans le XXIe siècle, et de la redresser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous comparez, évidemment, quand on se regarde, on a plutôt tendance à se consoler. C'est l'inverse de Sacha Guitry. Et quand on se compare, on se désole. Je ne vais pas parler de chômage, mais on est quand même le 22e pays sur 27 européens en matière de performance sur le chômage. Donc ça doit nous interroger, même si je sais bien, l'image de la France est meilleure à l'étranger, et il faut le reconnaître. Mais pour autant, les problèmes fondamentaux ne sont pas pour autant réglés. Alors, un mot, et puis je passerai la parole à Patrick et puis ensuite à Serge, sur les points sur lesquels on a avancé. D'abord, une équipe nouvelle. Un secrétaire général qui est Patrick Hetzel, il se présentera tout à l'heure, mais vous le connaissez peut-être. Un délégué général qui est, voilà, le barbu derrière, là. Il n'est pas djihadiste, mais délégué général, c'est Louis-Marie Leroy. Voilà. Serge, pour le projet. Caroline Doucerin, qui est ici pour le réseau, et les uns et les autres prendront la parole ensuite. Donc une équipe nationale qu'il a fallu refonder. Un bureau, vous aurez les... Comment dirais-je? On n'a pas invité tout le monde parce que... On donnera la liste. Voilà, on donnera la liste aussi puisqu'on se déploie territorialement. D'abord région par région. Donc il y a un chef de file politique et puis un référent, région par région. Et ensuite, il va y avoir une couverture des départements, du territoire, petit à petit. Notre calendrier. Alors, notre calendrier, en réalité, il est un calendrier sur 3 échelles de temps, sur 3 temporalités. Pour suivre l'actualité, on a les mercredis, je vais laisser Serge en parler, les mercredis de Force républicaine, sur un mode qui est un mode un peu original. François Noël a participé au premier mercredi. C'était donc sur l'immigration pour préparer le texte qui va venir à la commission des lois bientôt, je pense. Philippe, de l'Assemblée peut-être avant le Sénat, mais très vite aussi au Sénat, sur l'immigration. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les mercredis. On peut le faire tout de suite d'ailleurs, Serge. Le deuxième mercredi, ce sera sur la dépendance. Comment est-ce qu'on peut construire
construire en France une éthique de la fragilité qui prenne à la fois le grand âge, les questions de fin de vie, qui prennent aussi la question en charge, la question du handicap. Voilà, Serge, mercredi, de Force républicaine. Bonjour à tous. Bruno a dit l'essentiel. On veut construire un projet. On part d'un constat, c'est que la situation de la France est toujours extrêmement délicate, difficile. Pas grand-chose au fond qui a changé. Les fondamentaux ne sont toujours pas là et ne sont pas en situation de l'être. Toujours pas là, à l'extrême, ce n'est pas une critique au bout de quelques mois de mandat présidentiel qui serait pertinente. Mais on pourrait voir aujourd'hui les fondamentaux commencer à se mettre en place pour ensuite obtenir des résultats. Et nous, sans être dans une critique systématique, nous ne voyons pas ces fondamentaux. Donc effectivement, nous voulons participer au débat, on le fait de manière positive, on veut apporter des idées. C'est cela qu'on va faire. On n'est pas dans la petite phrase assassine, on n'est pas dans ce schéma politique qui agace nos concitoyens à juste titre. On est dans le constat, sans concession, sans critique systématique et dans la proposition. Et pour cela, on a commencé à innover au travers de ces mercredis de Force républicaine, une fois par mois, un mercredi par mois, un thème. Nous en débattons ici même. Donc la salle est petite, il y a 20-30 personnes, mais en revanche, ce débat est relayé partout en France. Nous étions, il y a quelques jours, connectés à une 50aine d'ateliers partout en France, avec, alors il neigeait beaucoup ce jour-là, donc merci encore une fois à celles et ceux qui ont pu venir et participer, donc entre 500 et 1000 personnes à peu près, qui nous suivent en direct, qui vont pouvoir, parce que nous allons améliorer la technique, si je puis dire, pouvoir échanger en direct dans les prochains mercredis, poser des questions, apporter leurs contributions. Et ensuite, nous leur demandons leur projet, leurs propositions sur le thème qui a été traité. Nous voulons en fait que nos concitoyens, celles qui en ont le souhait, l'envie, soient associés. On ne veut pas sortir un projet comme ça de nulle part, pensé par quelques personnes évidemment beaucoup plus intelligentes que les autres. On veut au contraire que ce projet, il fasse l'objet de cette réflexion, il vienne de tous et de chacun, à charge pour nous, d'en faire une sorte de synthèse et d'en sortir la substantifique moelle, c'est-à-dire les propositions. Parce qu'encore une fois, et je crois que Bruno l'a très bien dit, nous constatons cette situation de la France qui nous inquiète. Sinon, on ne serait sans doute pas là. Et donc, nous disons qu'il faut absolument qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises. Et ces mesures, nous allons les proposer. Alors, on a commencé premier mercredi avec François-Noël Buffet et avec une femme qui est chercheure sur les questions démographiques. C'était il y a quelques jours. On a eu un échange, je crois, très intéressant. Nous avons associé donc beaucoup de monde un petit peu partout en France et nous allons, dans quelques jours, en sortir des propositions fortes en matière d'immigration. Deuxième débat, puisque tu l'as évoqué, sujet qui touche beaucoup les Français. Là aussi, la question de la dépendance, de la grande dépendance. On a vu le bouillonnement et les difficultés, pour ne pas dire davantage, qui se posent dans certains établissements, notamment les EHPAD, il n'y a pas que. Eh bien, nous allons apporter notre contribution, non pas pour jeter de l'huile sur le feu, ça n'a aucun intérêt, mais nous pour dire de notre point de vue ce qu'il conviendrait de faire, et là encore en associant à la fois des spécialistes, des gens qui le vivent tous les jours, qui savent de quoi ils parlent, qui ne l'inventent pas, qui ne répètent pas plus ou moins intelligemment ce qu'ils ont entendu ailleurs, non, qui le vivent et qui sont force de proposition. La société civile, terme impropre sur lequel on est toujours embarrassé, mais en fait avec tout ce vivier qui nous entoure, et ce qui est également positif, je termine là-dessus, c'est que nous avons, au travers de ces réseaux d'experts, réseaux de personnalités de la société civile, nous avons beaucoup de monde et qui nous apporte énormément. En permanence, nous avons des échanges ici à Force républicaine avec ces personnes qui nourrissent
la réflexion, qui nourrissent le débat, et nous allons verser tout cela au débat public pour que cette situation de la France finisse enfin par s'améliorer. C'est le vœu le plus cher que nous formulons, même si nous sommes en dehors de la période des vœux. Voilà, j'ai résumé, j'espère que c'est clair sur les mercredis de Force républicaine. Ça ne limite pas, ce n'est pas la seule action que nous allons conduire, que nous avons commencé à conduire en matière de construction d'un projet fort pour la France, pardon. Et tu en reparleras peut-être. Il y a d'autres initiatives que nous allons prendre. Et je termine, si vous avez 2 petites minutes tout à l'heure avant de partir, vous verrez que nous innovons. Je crois qu'aucune formation politique ne fait ce que nous avons commencé à faire, parce que ça fonctionne. Donc nous avons dans la pièce d'à côté beaucoup d'écrans. Nous avons toute une console technique qui nous permet effectivement d'être en lien un peu partout en France avec les personnes qui souhaitent participer. Ce ne sont pas des mots, c'est de la réalité, c'est du concret, c'est cette interactivité, cette participation que nous avons commencé à conduire. Merci Serge, c'est pour ça qu'il y a 3 petites caméras et en fait cette pièce est organisée un peu comme un studio et effectivement il y a une régie qui est derrière pour nous permettre de co-construire, d'avoir une interactivité et surtout de faire en sorte que quand on est loin de Paris, on puisse quand même participer à notre mouvement civique. Donc je vous parlais des 3 échelles de temps. L'échelle qui suit l'actualité, c'est les mercredis donc, de Force républicaine chaque mois. Une deuxième échelle de temps où on aura des conventions qui seront thématiques, 3 ou 4 par an, à peu près une par trimestre. Et nous aurons le 24 mars prochain la première qui sera consacrée à l'enjeu européen. Évidemment, on va beaucoup en parler dans les mois à venir. C'est une élection dont vous dites souvent que la droite, ou pour la droite, qu'elle pourrait les redouter. Mais c'est un sujet sur lequel on veut se porter en avant du débat. C'est fondamental. Emmanuel Macron tente un piège à notre famille politique, puisque, en bon manichéen qu'il est, le camp du bien, le camp du vrai, du mal, et lui se réclame comme pro-européen. En face, il y aurait des nationalistes. Évidemment que ce débat, il est tranché. Nous sommes bien sûr des Européens, simplement, entre l'eurolaterie, le fédéralisme, qui a été rejeté par les peuples, et notamment par la France, par les Français, et l'europhobie de Mme Le Pen, il y a un chemin. Et notre idée à nous, je parle devant Alain Cadec qui connaît bien ces sujets-là, c'est de faire des propositions pour l'Europe qui soit vraiment européenne, mais pour une Europe qui puisse avancer, une Europe du résultat, une Europe concrète, voilà, où on puisse réintroduire les démocraties nationales pour faire en sorte qu'on réponde aux grands défis. Ce sera le 24 mars prochain. Ce sera introduit par Pierre Manant, qui est un grand nom de la philosophie politique, mais qui a beaucoup étudié les formes, qui a écrit aussi sur l'Europe. Et ensuite, on aura un certain nombre de tables rondes avec nos amis allemands, sans doute aussi polonais, voilà, parce qu'il faut qu'on évite absolument un nouveau Yalta pour notre Europe du XXIe siècle, au moment où les empires continentaux sont en train de reprendre de la vigueur. La Chine, la Russie, les Perses avec l'Iran, même les États-Unis. Donc il nous faut une réponse continentale. Mais cette réponse continentale, on veut l'organiser et on veut montrer aux Français que l'Europe qui n'avance pas, c'est l'Europe fédérale. Ça, vous ne ferez, y compris les Allemands, ils la rejetteront. Donc c'est une mauvaise piste. La piste que nous, on veut utiliser n'a besoin d'aucun changement de traité. Aucun changement de traité. À traité à droit constant, on peut faire avancer l'Europe sur les grands défis qu'elle a devant elle, des défis qui sont des défis de civilisation, qui sont des défis à la fois de protection, mais en même temps de conquête d'un certain nombre de marchés ou d'innovation. Et c'est ce que nous ferons donc le 24 mars prochain, sachant que vous avez une longue série avant les élections européennes. Il y aura pas mal de choses, y compris la procédure au PPE qui sera au mois de novembre, Alain, du Spitzenkandidat pour la commission. Voilà. Et donc, deuxième échelle de temps. Troisième échelle de temps, là, on se porte de façon beaucoup plus décalée. Moi, je considère que la vie politique doit répondre à l'actualité. On doit avoir des réponses très concrètes en termes de propositions sur un certain nombre de points, de textes de loi, de préoccupations des Français. Mais la droite qui a toujours été, et depuis longtemps, soit sous hégémonie culturelle, intellectuelle de la gauche, soit parce qu'elle était tellement dans le réel, la gauche étant dans l'idéal,
ou dans l'utopie. Mais la droite étant tellement dans la réalité qu'elle avait du mal, si j'ose dire, à prendre de la distance pour se saisir des grands débats idéologiques. Je pense qu'on doit le faire, et au moins une fois par an, peut-être deux, mais au moins une fois, on le fera là au mois de juin, on aura une rencontre intellectuelle, et la première de ces rencontres, avec des intellectuels français, mais aussi étrangers, sera autour de la notion d'un idéal commun. Est-ce que dans nos sociétés, dans notre République qui a été ces dernières années prise comme fournisseur de droits individuels, de droits créances, où on a beaucoup donné à l'individu, souvent au détriment du citoyen, est-ce que cette atomisation, l'hyper-individualisme ou l'hyper-communautarisation, est-ce qu'on peut encore avoir un idéal commun? Est-ce que les Français sont un peuple? Est-ce qu'il peut y avoir une volonté commune au sens d'une forme de puissance politique? Voilà. L'impuissance politique vient aussi du fait qu'il y a cette atomisation des volontés, des caprices individuels. Donc ce sera au mois de juin, je vous donnerai la date n'est pas encore totalement... Là, si, le lieu du 24 pour la Convention européenne, c'est Hôtel de l'Industrie, tout près d'ici. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vais peut-être donner la parole à Patrick qui va conclure en même temps sur le positionnement politique, qui est notre secrétaire général et qui est un vrai soutien, un pilier de Force républicaine. Merci beaucoup Bruno. Oui, donc Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, comme vient de l'indiquer Bruno Retailleau. Je suis membre de la Commission des finances, mais les sujets sur lesquels je me suis beaucoup investi au cours des dernières années étaient les sujets autour de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Parce que Patrick, j'aurais dû le présenter, Patrick est ancien recteur, professeur bien sûr d'université, et il a été directeur général de l'enseignement supérieur. Alors, vous l'avez vu, Force républicaine, nous avons un ADN. Cet ADN, il est lié aussi évidemment à notre histoire que nous assumons pleinement, puisque nous avons été un très grand nombre évidemment à travailler aux côtés et avec François Fillon pour la réalisation du programme. Et en fait, après la période électorale, évidemment de la présidentielle et puis des législatives, nous avons senti très clairement auprès de celles et ceux qui avaient travaillé avec nous une volonté de poursuivre tout simplement parce que eh bien, la méthode qui avait été déployée à partir de 2013 était une méthode qui associait de manière extrêmement forte la société civile, et cette demande, elle s'est fait sentir, et c'est ce qui nous a amené évidemment à faire en sorte que eh bien, l'aventure de Force républicaine puisse se poursuivre. Alors, les questions qui sont régulièrement posées, et Bruno Retailleau y a déjà répondu, notamment par rapport au parti politique des Républicains. Le Force républicaine est un mouvement qui a cet ADN aussi de la société civile, et nous tenons à ce que, évidemment, Force républicaine puisse garder cet ADN. C'est aussi l'occasion d'associer un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas, je dirais, directement adhérer à un parti politique. Et donc, c'est important de pouvoir les associer. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont des experts dans leur domaine. D'autres souhaitent simplement, là aussi, pouvoir contribuer au débat d'idées. Et en fait, l'objectif que nous poursuivons, et d'ailleurs Serge Grouard l'a également évoqué, c'est de faire en sorte que, eh bien, il y ait un véritable débat d'idées autour d'un certain nombre de sujets politiques importants. Ça peut être des sujets effectivement d'actualité, certains viennent d'être évoqués, mais c'est aussi dresser un certain nombre de perspectives et surtout construire un projet de redressement de notre pays. Et là, très clairement, nous avons et nous allons, dans les mois qui viennent, évidemment, montrer que nous pouvons non seulement contribuer à ce débat, mais faire en sorte que, eh bien, un certain nombre de questions puissent être approfondies. Parce que, au cours des derniers mois, nous l'avons vu, eh bien, M. Macron s'illustre à travers un certain nombre d'actions de communication. Mais en fait, le premier de cordée
ne se préoccupe pas toujours de ce qui se passe avec les autres membres de la cordée. C'est-à-dire que, évidemment, on communique, et puis ensuite on passe à autre chose. Alors évidemment, le temps des médias, c'est aussi celui-là, c'est le temps finalement des thèmes qui s'égrènent les uns après les autres. Mais que se passe-t-il véritablement pour notre pays? Est-ce que les choses d'abord changent véritablement? Et si elles changent véritablement, est-ce que ça va dans le bon sens? Et là, on peut effectivement être amené à s'interroger. Parce que dans un certain nombre de cas, évidemment, on nous fait part de projets. Je vais simplement prendre un exemple qui est évidemment un sujet qui m'intéresse plus particulièrement. Regardez ce qui s'est passé autour des débats récents en matière éducative. D'abord, on nous parle de l'enseignement supérieur. Ensuite, on nous parle d'une réforme du baccalauréat. Et ensuite, on va nous parler d'une réforme du lycée. Vous ne pensez pas qu'il eût fallu inverser les choses? Qu'est-ce que ça veut dire de se préoccuper de l'enseignement supérieur et du baccalauréat sans avoir au préalable redéfini ce que l'on souhaitait faire avec le lycée? Le baccalauréat n'est-il pas à un moment donné l'occasion de sanctionner un niveau de connaissance et de compétence qui à la fois est le résultat de ce qui se passe au lycée et puis aussi annonciateur de la manière dont on va pouvoir réussir dans l'enseignement supérieur, du moins pour un certain nombre de bacheliers. Et là, on se rend compte que on nous parle de tuyauterie, on nous parle finalement aujourd'hui même, le ministre de l'Éducation nationale nous fait des annonces, et d'ailleurs, vous allez même pouvoir nous dire, mais vous devriez être ravis parce que reprenez le programme de François Fillon lui-même disait qu'il faudrait sans doute faire en sorte que le baccalauréat ne comporte plus que 4 épreuves. Oui, c'est vrai, sauf que si vous reprenez le programme de François Fillon, vous allez vous apercevoir que, en fait, ce que nous proposions, c'est un travail de fond, un travail sur le lycée. Et en fait, ce travail sur le lycée, avec comme objectif, effectivement, de déboucher sur une réforme du baccalauréat, qui devait avoir du sens pour à la fois consolider le niveau de connaissances et de compétences de nos jeunes Françaises et Français et de faire en sorte qu'ils puissent disposer des meilleurs atouts pour réussir par la suite dans l'enseignement supérieur. Alors, regardez aussi les annonces aujourd'hui. On nous dit, dans le baccalauréat, nouvelle version. D'abord, il y aura un grand oral. Vous n'avez pas noté que les différentes enquêtes insistait avant tout sur le fait que le problème le plus criant, et d'ailleurs les enseignants du supérieur le disent assez régulièrement, c'est le problème de l'écrit. Il n'est pas du tout évoqué, celui-là. Et donc, on se rend compte en réalité que nous sommes dans un moment politique tout à fait particulier. C'est un moment politique où un mouvement qui, effectivement, est en marche, cherche à capter aujourd'hui... il n'est pas en marche. En tout cas, il est en train de vouloir capter le débat politique. Il est important que nous puissions évidemment faire en sorte que l'on puisse proposer des alternatives qui soient crédibles et fondées sur un vrai travail de fond. Et ce travail de fond, avec Force républicaine, nous nous sommes engagés à le faire autour évidemment de Bruno Retailleau, qui a repris le flambeau maintenant il y a 3 mois. Et en fait, je peux d'ores et déjà vous annoncer, parce que, c'est important de le dire, nous sommes un peu plus de 10 000 membres aujourd'hui de Force républicaine. Et donc ceci, j'allais dire, après la période, il faut bien le dire, difficile que nous avons connue, ce qui montre bien qu'il y a une appétence pour les membres de poursuivre là aussi le débat qui a été initié maintenant depuis plus de 3 ans. Et en fait, ce que nous espérons, c'est que nous pourrons là aussi faire entendre finalement une dialectique politique qui tourne autour à la fois de la liberté et qui tourne également autour de la responsabilité, parce que nous pensons que, en fait, comme nous marchons sur 2 pieds, ces 2 éléments sont le fait d'aspirer évidemment à plus de liberté, mais aspirer aussi à la responsabilité. Je vous remercie. Merci Patrick. Voilà, donc on vous donnera les noms, le bureau, etc. Pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que vous en avez en plus. Oui. Est-ce qu'il faut... Non, il n'y a pas besoin de micro pour la réalisation, là? Non, ça va? Si, peut-être.
Merci. J'ai du mal à saisir le positionnement qui va être celui de Force républicaine par rapport à LR. Donc, si vous pouviez préciser un peu. Et comment jugez-vous aujourd'hui les premiers pas de Laurent Wauquiez en tant que président de LR? Sur la première question, nous, les choses sont très simples et assez claires. On est un mouvement qui est largement issu de la société civile. On est un mouvement civique dont la grande majorité des adhérents ne sont pas adhérents à LR. Donc, nous ne sommes pas un mouvement associé, puisqu'un mouvement associé à LR, les membres sont à la fois membres adhérents du mouvement associé, mais en même temps, si j'ose dire, membres de LR. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on veut garder notre indépendance pour cette simple raison très simple, c'est que les gens veulent une forme de liberté. Ils ne veulent pas adhérer à un grand parti, et ça nous donne en même temps une indépendance, une liberté pour commencer, pour être à la fois un aiguillon sur le plan des idées, et en même temps pour essayer de rassembler, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Moi, je suis président du premier groupe parlementaire au Sénat, LR, donc il n'y a pas de souci. J'ai aucun sujet, j'ai pas de problème avec Laurent Wauquiez, pas du tout. Mais justement, Force républicaine va nous permettre précisément de déployer l'action, notamment sur l'aspect des propositions, pour faire en sorte aussi, moi je l'ai vécu, j'ai vécu bien sûr la présidentielle, j'ai vécu aussi la période des législatives où tout de suite, clac, le projet et on a désorienté notre électorat à l'époque. Le projet n'était plus du tout cohérent. On s'est même rapproché du projet par un certain nombre de propositions économiques que portait En Marche. Donc il y avait un problème de cohérence. Donc moi, notre sujet à nous, c'est de faire en sorte, précisément parce qu'on pense qu'il y a des sensibilités dans la droite, mais qu'on peut parfaitement les synthétiser, on peut parfaitement les rassembler, et je pense que c'est ce qu'on peut apporter à notre famille politique. Sur Laurent Wauquiez, je suis plutôt, comment dirais-je, je suis plutôt positif. Je trouve que les trois éléments que j'ai devant moi, je trouve qu'il a réussi son émission politique. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Je trouve que les deux premières élections législatives partielles sont quand même positives. On a constaté quoi? Il y a une perte en ligne de 5, 6, 7%, notamment de En Marche, un effondrement du PS, un effondrement du Front National. Bon, ça nous va bien. Alors évidemment, il y a de très très fortes abstentions, donc il va y avoir d'autres législatives, mais ces deux-là sont quand même positifs. Les sondages se redressent. Donc voilà. Après, il y a aussi quelques différences. Il est, comment dirais-je, et comme moi, il considère que la politique ne peut pas se réduire à l'économie, que le projet politique doit porter aussi un projet de civilisation. Bref, c'est le socle, comment dirais-je, sur l'insécurité culturelle, sur l'identité, sur le régalien. Et puis, il y a, parce que moi je pense que les Français souffrent aussi de déclassement économique, cette espèce de blocage, notamment de l'ascenseur social. Et je pense que moi la liberté, pour moi, est importante. Et je pense que dans un pays qui est champion du monde occidental de la dépense publique, des impôts, il ne faut pas que nous soyons trop étatiques. Voilà, donc il y a aussi quelques nuances. Est-ce que j'ai répondu? J'ai fait de mon mieux. J'ajoute un petit mot pour aller dans le sens de ce que vient de dire Bruno. Je crois que notre démarche commune à Force républicaine, c'est de vouloir faire d'abord un constat lucide, le plus lucide possible sur la situation du pays. Et nous pensons à bien des égards que beaucoup se leurrent sur cette situation. Nous pensons, sans être dans le catastrophisme, mais tous les indicateurs vont dans ce sens-là ou presque, que si nous ne redressons pas la barre, nous allons vraiment sur la voie du déclassement de la France. Au fond, c'est cela que nous pensons. C'est ce que François Fillon a pensé. Et nous pensons que nous n'avons plus beaucoup de temps pour redresser cette tendance. Ce déclassement, il relève du constat de l'évolution du monde, de tous les paramètres.
absolument tous, que vous preniez les paramètres économiques, Bruno en a parlé, sur notre déficit commercial, que l'on prenne les paramètres démographiques, on en parle très peu. Mais c'est toute l'Europe qui est en train d'être déclassée de ce point de vue-là quand on voit les évolutions des grandes masses mondiales. Que l'on prenne le paramètre qui nous inquiète également, le paramètre environnemental. Tous les indicateurs sont au rouge. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui le disent dans ce pays. Si la fonction publique, parmi tout ce qu'elle essaye de faire, a une raison d'être, c'est bien de dire à nos concitoyens. Alors, on va nous opposer, attention, c'est embêtant parce que on est négatif, on fait de la catastrophe, mais pas du tout. Quand on va dans le mur, on le dit ou on ne le dit pas? Moi, j'ai envie de le dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais, je crois qu'on peut dire, Bruno, que nous étions aux côtés de François Fillon, parce qu'il y avait un politique qui osait le dire. Et on lui a dit, mais ça ne peut pas passer dans l'opinion, c'est pas possible. N'empêche que ça a passé la primaire largement. Bon, ensuite, on sait ce qu'il en est advenu. Donc déjà, la lucidité dans ce constat, et à partir de là, la question ne me semble pas être tellement comment politiquement on se positionne par rapport à tel ou tel. Bien sûr que c'est important, mais on se positionne comment pour proposer les voies et moyens de redressement de notre pays auquel on est attaché. C'est ça la clé. Et donc, on pourra avoir des positions sur le problème du dérèglement climatique qui vont être, si vous me permettez l'expression, très écolos. Et je les assume. On pourra, en matière d'immigration, parce que l'on pense qu'on est encore dans un des derniers tabous dans ce pays, on peut avoir des positions claires, nettes et fortes.